Novembre ressemble à une fin de cycle. C'est une erreur stratégique majeure. Pourquoi laisser le sol inactif? La biologie ne s'arrête pas avec le gel. Il existe exactement 20 cultures à haut rendement qui exigent cette fenêtre climatique précise. Ce n'est pas du jardinage de loisirs, c'est de la planification de ressources. Ces plantes ont besoin du stress thermique de novembre pour activer leur mécanisme de défense et produire de la biomasse. Rater cette échéance critique et la sanction est immédiate. Vous devrez patienter 365 jours pour la prochaine opportunité. Sur le plan économique, c'est une perte sèche. Des centaines d'euros partent dans la grande distribution alors que le sol pourrait fournir ses calories gratuitement. L'expérience de terrain contredit l'intuition. En agronomie pratique, les semis de novembre surpassent systématiquement ceux du printemps. Le système racinaire a le temps de se fortifier. La plante devient plus robuste, plus dense. En apparence, le jardin semble mort. Mais sous la terre, la colonisation du substrat a déjà commencé. L'analyse d'aujourd'hui couvre la totalité de ces 20 variétés essentielles. L'objectif est d'optimiser chaque mètre carré de terrain disponible avant l'hiver. Il y a une anomalie dans la liste. Soyez attentifs au numéro 8. Sa vitesse de croissance est aberrante. La récolte est prête en moins d'un mois. C'est une source de nourriture quasi immédiate. Mais ce n'est pas tout. Une variable technique change la donne à la fin. Le conseil bonus dévoile un mécanisme d'utilisation du froid souvent ignoré. Appliquez-le correctement et la productivité de la parcelle peut tripler. L'autonomie alimentaire se joue maintenant. Une baisse de température peut tripler le rendement productif. Le froid n'est pas un obstacle. C'est un mécanisme de déclenchement. La première culture à analyser est l'ail. Le retour sur investissement est brutal. 1000%. Ce n'est pas de le jardinage, c'est de la multiplication de ressources. On plante une gousse unique en novembre. Le cycle biologique s'enclenche. L'été suivant, cette gousse s'est divisée pour former un bulbe complet, contenant 8 à 12 nouveaux segments. L'équation économique est simple. Une livre de semences coûte environ 5 $. Elle génère 10 livres de produits finis, valorisés à 50 $ sur le marché. C'est une rentabilité supérieure à la plupart des actifs financiers classiques. Pourquoi planter avant le gel? Car le système racinaire doit s'établir maintenant. Sous la terre, la racine ne fait pas que pousser. Elle agit comme une foreuse, perçant le sol pour s'ancrer solidement avant l'hiver. Cette période de froid est techniquement indispensable. C'est le signal chimique qui ordonne à la plante de former le bulbe. Sans ce stress thermique, le développement est compromis. La logistique de plantation demande de la précision. Espacez les gousses de 4 à 6 pouces. La profondeur est stricte, 2 pouces. L'orientation est critique. La pointe vers le haut, la base racinaire vers le bas. Le sol doit être drainé. L'eau stagnante est l'ennemi. Il faut agir avant que le sol ne devienne aussi dur que du béton. Le choix génétique détermine la survie. Pour les climats rudes, les variétés à col dur sont requises. Le Music ou le German Extra Hardy sont conçus pour résister au gel. Pour les régions du sud ou pour optimiser le stockage, les variétés à col mou s'imposent. Le California Early est le standard industriel pour la conservation longue durée. Si une seule opération doit être exécutée en novembre, c'est l'implantation de l'ail. Le timing est non négociable. En juillet prochain, le résultat sera tangible. Des stocks de nourriture sécurisés. Le second actif stratégique est le chou frisé. C'est une centrale énergétique pour la plantation de novembre. L'efficacité est maximale. Un seul plant fournit de la biomasse comestible pendant des mois. La méthode de récolte est rotative. On prélève les feuilles extérieures. Le centre de la plante
le cœur de croissance, continue de produire de nouveaux tissus. L'usine biologique ne s'arrête jamais. Il y a ici une nuance chimique intéressante. Le froid améliore le produit. Après quelques gelées, la plante convertit ses amidons en sucre pour se protéger du gel. Le goût devient plus doux, la fibre plus tendre. C'est un mécanisme de défense qui profite aux consommateurs. Novembre est la fenêtre idéale pour l'établissement des racines. La variété Lacinato, techniquement nommée chou frisé dinosaure, est la plus performante dans ces conditions. À l'examen rapproché, ses feuilles bleu-vert sont sombres et texturées. Elles sont moins fibreuses que les variétés frisées classiques. L'implantation se fait avec un espacement de 12 à 18 pouces. La croissance se maintient de façon stable durant l'hiver. La résistance thermique est élevée. Le chou frisé supporte des températures descendant jusqu'à 20 degrés sans protection structurelle. Si le froid devient extrême, une simple couverture de rang suffit. La plante possède une capacité de régénération rapide. Dès que la température remonte, le métabolisme redémarre. Dans les zones 5 à 11, la production est continue jusqu'au printemps. Ensuite, la plante monte en graines. L'apport nutritionnel est critique. C'est une source dense de vitamines à un moment où les ressources fraîches sont inexistantes. La sécurité alimentaire est ainsi garantie pour la saison froide. Troisième culture stratégique, l'épinard. Ce n'est pas une simple verdure, c'est une machine biologique conçue pour le froid. Novembre est son terrain de jeu idéal. La plante prospère lorsque les températures chutent. Son avantage logistique majeur réside dans le rendement. Vous obtenez plusieurs récoltes à partir d'une seule racine. Le secret réside dans la précision de la coupe. Prélevez uniquement les feuilles périphériques lorsqu'elles atteignent 10 à 15 cm. Le point de croissance central doit rester intact. C'est le moteur de la plante. Tant qu'il fonctionne, l'usine tourne. Chaque plant se régénère 3 ou 4 fois durant l'hiver et le début du printemps. L'épinard gère le gel avec une efficacité chimique redoutable. Les gelées légères ne tuent pas la plante, elles l'améliorent. À basse température, un mécanisme interne convertit les amidons en sucre pour agir comme un antigel naturel. Résultat, la saveur devient plus douce, plus riche. Pour une productivité maximale, la logistique est clé. Semer en succession espacée de 2 semaines tout au long du mois de novembre et jusqu'au début de décembre, tant que le sol n'est pas gelé comme de la pierre. Cela lisse la production. Pas de pics ingérables, mais un flux continu de nourriture fraîche au lieu d'une maturation simultanée. Espacez les plants d'environ 10 cm en rang ou dispersez les graines à la volée sur de larges planches. Les variétés comme Bloomsdale et Space sont spécifiquement sélectionnées. Elles sont robustes face au froid et lentes à la montée en graines. En cuisine, la polyvalence est totale. Salade fraîche, smoothies riches en nutriments ou sautés rapides. L'équation économique est brutale. L'épinard du commerce coûte entre 4 et 6 $ la livre. En culture propre, une simple rangée de 3 mètres peut produire entre 9 et 14 kg sur la saison. Le retour sur investissement est immédiat. Mais ce n'était que le début. Quatrième culture, la laitue. Novembre offre des conditions optimales pour cette ressource. La vitesse de croissance est stupéfiante. 30 jours suffisent pour récolter les jeunes pousses, même par temps frais. Les têtes pleines se développent peu après. La stratégie gagnante repose sur la diversification dans la même planche de culture. Mélangez les variétés. Combinez les types beurre comme la Butter Crunch avec de la romaine croquante et des variétés à feuilles lâches. Il y a ici une nuance biologique importante. La laitue préfère les températures basses. La chaleur printanière stresse la plante, provoquant une amertume immédiate et une montée en graines rapide. Le froid
préserve la texture et le goût. Semer dense, une graine tous les 2,5 cm environ. L'éclaircissage n'est pas une perte sèche. Les plants retirés sont consommés immédiatement comme micro-pousses riches en vitamines. Dans les zones 5 à 11, la laitue plantée maintenant produira tout l'hiver avec une protection minimale. Un simple châssis froid ou une couverture de rangée suffit. Cela transforme le potager en serre passive, prolongeant encore la saison. La technique de coupe répétée fonctionne à merveille avec les variétés à feuilles lâches. Coupée à 2,5 cm au-dessus du collet. La plante repousse pour plusieurs cycles de production. L'économie est drastique. Les mélanges de printemps vendus 5 $ dans des boîtes en plastique sont un gouffre financier. Un sachet de graines à 2 $ produit 50 fois cette valeur en verdure fraîche. L'autonomie alimentaire commence par un calcul simple. 500% de rendement sur un seul investissement initial. C'est une machine biologique. La 5e culture sur la liste est la blette, ou poirée à cardes. Ce n'est pas une simple plante ornementale. C'est un générateur de biomasse comestible qui fonctionne en continu. Visuellement, les tiges affichent des pigments rouges, jaunes et orange intenses. Mais ce n'est pas de l'esthétique. C'est un indicateur de vitalité chimique. Cette plante possède une tolérance thermique extrême. Elle gère le gel mieux que la quasi-totalité des légumes verts conventionnels. Une fois le système racinaire établi, la production ne s'arrête pas. De novembre jusqu'au printemps suivant, l'usine végétale tourne à plein régime. Le secret réside dans la méthode de prélèvement. La technique est chirurgicale. Ne coupez pas la plante entière. Prélevez uniquement les feuilles périphériques. En apparence, la plante semble amputée. Mais au centre, la couronne reste intacte et le méristème génère déjà du nouveau tissu. Le cycle de régénération est rapide. Chaque coupe stimule la production de nouvelles feuilles centrales. C'est un approvisionnement nutritif sans fin, ne nécessitant aucune replantation. Pour la logistique de plantation, espacez les plants de 20 à 30 cm. Cela permet une circulation d'air optimale et évite la compétition racinaire. À la mi-hiver, les plants atteignent une taille substantielle. Sur le plan culinaire, l'usage est double. Les feuilles remplacent les épinards dans les préparations thermiques. Les tiges colorées, une fois hachées, se comportent comme des asperges à la cuisson. Les variétés, comme la Bright Lights ou la Five Color Silver Beet, dominent le marché pour leur robustesse structurelle. Dans les zones climatiques 6 à 11, une plantation effectuée en novembre permet l'enracinement profond avant les grands froids. Au printemps, la croissance verticale explose. C'est l'une des cultures les plus productives au mètre carré. L'efficacité ne s'arrête pas à la surface. Sous terre, une autre stratégie se déploie. Parlons des carottes. Pour une plantation de novembre, c'est le choix tactique idéal. Pourquoi récolter avant l'hiver pour stocker en intérieur? C'est une erreur logistique. Le sol est le meilleur entrepôt frigorifique gratuit disponible. Vous utilisez la terre comme un réfrigérateur géant à température régulée. La chimie interne de la carotte change avec la saison. Plantée en novembre, elle se développe lentement. Le froid déclenche une réaction de survie. La plante convertit ses réserves d'amidon en sucre complexe pour agir comme antigel naturel. Le résultat est technique, une concentration de saveur impossible à obtenir lors d'une croissance estivale rapide. La chaleur produit du bois et des fibres dures. Le froid produit du sucre et une texture croquante. Optez pour la variété Napoli. Elle est génétiquement programmée pour une maturation rapide et une teneur élevée en saccharose. Semez les graines à environ 6 mm de profondeur. Le substrat doit être meuble, sans obstacle rocheux, pour éviter la déformation des racines. En accéléré,
La racine pivotante ford le sol verticalement, cherchant l'humidité sans rencontrer de résistance. Dans les zones 5 à 10, la récolte s'étend sur tout l'hiver grâce à l'isolation thermique. Une couche épaisse de paille crée une zone tampon au-dessus du sol. La terre reste meuble sous le gel de surface. L'accès est immédiat. Écartez le paillis. Extrayez la racine. Recouvrez. Le processus prend quelques secondes. L'économie est brutale. En magasin, le prix au kilogramme des variétés biologiques grimpe en flèche, atteignant souvent 8 ou 9 $. Une simple rangée de 3 mètres peut générer entre 13 et 18 kg de produits finis. La valeur marchande dépasse largement les 100 $. C'est le retour sur investissement le plus élevé du jardin potager. Une seule graine, 2 récoltes distinctes. C'est le ratio d'efficacité de la betterave pour une plantation de novembre. Pourquoi cette culture est-elle stratégique? Car elle optimise la biomasse produite. La plante offre une double productivité. D'abord, le feuillage tendre. Ensuite, la racine riche en sucre. Sur le plan biochimique, les feuilles surpassent souvent le tubercule. Elles sont saturées de vitamines et de sels minéraux. La densité nutritionnelle rivalise avec celle de la bêta-carne. L'extraction des jeunes pousses commence en quelques semaines. Pendant ce temps, sous la surface, la racine principale continue son expansion. Le mécanisme de survie est activé. À mesure que la température chute, la racine mature. Elle gère le stress thermique avec efficacité. La plante concentre ses sucres, créant un antigel naturel. Dans les zones climatiques 5 à 10, le sol agit comme un réfrigérateur. La récolte peut rester en terre tout l'hiver, préservée par le froid. La clé du calibre réside dans l'éclaircissage. Il y a ici une particularité botanique. Ce qui ressemble à une graine unique est en réalité un glomérule, une capsule contenant plusieurs embryons. Sans intervention, la compétition racinaire est fatale. Espacez les plants de 3 pouces dès qu'ils atteignent une certaine hauteur. Ne jetez rien. Ces pousses excédentaires sont des micro-végétaux comestibles. Le cycle complet nécessite 50 à 60 jours. Au cœur de l'hiver, les racines sont prêtes. Des variétés comme la Detroit Dark Red ou la Bull's Blood sont sélectionnées pour leur résistance au gel. D'un point de vue économique, le calcul est simple. Une courte rangée élimine le besoin d'acheter des bottes coûteuses sur le marché. L'autonomie est totale. Mais la vitesse est un autre facteur crucial. La 8e culture est le radis. Dans la chronologie agricole, c'est le sprinter incontesté. 20 à 30 jours suffisent. Le cycle de la germination à la récolte est fulgurant. Même par temps frais, le métabolisme de la plante reste actif. Cela permet une planification en succession. Chaque semaine, une nouvelle série est semée. L'empreinte spatiale est négligeable. Une culture arrive à maturité avant que la suivante ne réclame de l'espace. C'est une chaîne de production continue sur une surface minimale. La rapidité du résultat offre un retour visuel immédiat pour l'agronome débutant. La variété Cherry Belle est un standard technique. Sphérique, rouge, génétiquement stable. Le protocole de semis est précis. Une profondeur d'1 demi-pouce. Puis, un éclaircissage à 2 pouces pour garantir le développement radial. Il y a une nuance thermique importante. Le radis exige la fraîcheur. La chaleur estivale déclenche un mécanisme de défense indésirable. La racine se lignifie. Elle devient fibreuse et trop piquante. Novembre offre les conditions thermodynamiques idéales. La texture reste hydratée et croquante. En accéléré, on observe le gonflement rapide de l'hypocotyle. La peau se tend. La chair reste dense. Dans toutes les zones de culture, la production peut être maintenue malgré le gel sévère. L'utilisation de couvertures de rang crée un microclimat protecteur. La succession des semis
évite la surproduction ponctuelle. Le flux de nourriture est constant. L'investissement en semences est dérisoire par rapport au rendement calorique. L'apport en produits frais est sécurisé pour toute la saison froide. Une rentabilité de 200% sur un seul mètre carré. Le 9e candidat de notre liste est le brocoli. Et c'est ici que la stratégie de plantation de novembre révèle son efficacité logistique. Pourquoi se contenter d'une récolte unique? En agronomie pratique, le brocoli ne s'arrête pas à la coupe principale. Dès que vous sectionnez la couronne centrale, vous déclenchez un mécanisme de survie. La plante, privée de son axe principal, redirige son énergie latérale. Pendant des semaines, elle va pomper des ressources pour générer de multiples pousses secondaires. Ce n'est pas simplement une plante, c'est une unité de production continue. Vous doublez littéralement le volume de biomasse comestible sans augmenter la surface cultivée. Le climat froid agit ici comme un régulateur de qualité. En apparence, la plante semble ralentir sous les basses températures. Mais à l'intérieur, la chimie cellulaire s'optimise. Contrairement aux cultures de printemps qui montent en graines rapidement sous la chaleur, le brocoli d'hiver condense ses tissus. Les têtes deviennent compactes, lourdes et géométriquement serrées. Le froid transforme les amidons en sucre complexe, éliminant l'amertume caractéristique des récoltes estivales. Pour une implantation en novembre, la graine est trop lente. Il faut utiliser des transplants pour gagner du temps sur le cycle biologique. L'espacement est critique, 18 à 24 pouces. Le sol doit être riche, saturé de compost, car la demande en nutriments sera constante. Le cycle nécessite 60 à 70 jours pour former la première tête massive, ce qui place la récolte finale à la sortie de l'hiver. Dans les zones 7 à 11, la performance est optimale durant les mois froids. L'opération de récolte demande de la précision. Une coupe nette à 5 ou 6 pouces sur la tige déclenche la phase 2. À l'examen rapproché, on observe les aisselles des feuilles gonflées. De nouvelles têtes miniatures émergent. Ce sont des répliques parfaites, idéales pour la cuisson rapide. Sur le plan économique, chaque coupe vous épargne l'achat de têtes vendues 3 ou 4 $ en grande surface. Numéro 10 sur la liste, le chou de Bruxelles. C'est l'une des cultures les plus denses au mètre carré. Une seule tige centrale agit comme une colonne vertébrale portant 50 germes ou plus. L'architecture de la plante est verticale, maximisant l'usage de l'espace aérien. Il y a ici une nuance chimique importante. Le gel n'est pas un destructeur, c'est un exhausteur de goût. Ces choux miniatures ont besoin d'un choc thermique. Après quelques nuits sous zéro, les parois cellulaires réagissent en libérant du sucre pour éviter la congélation. Le résultat est un produit final doux, dépourvu de l'âpreté des variétés cultivées sous serre chaude. C'est une culture de longue durée, exigeant 90 à 100 jours de maturation. La plantation en novembre vise une extraction en fin d'hiver ou début de printemps. La méthode la plus efficace reste la transplantation de plants établis. L'espace requis est important, 24 à 36 pouces entre chaque unité. Vues par drone, ces plantes deviennent massives et nécessitent une circulation d'air constante pour éviter la pourriture fongique. Dans les zones 7 à 10, le développement se poursuit malgré la baisse de luminosité. La technique pour densifier les germes est chirurgicale. À mesure que la plante gagne en hauteur, il faut éliminer les feuilles inférieures. Cela force la sève à se concentrer exclusivement sur la formation des choux le long du tronc et non sur le feuillage inutile. La récolte s'effectue du bas vers le haut, dès que le diamètre atteint 1 pouce. La différence est brutale. Le produit domestique n'a rien de commun avec les versions amères et oxydées du commerce. L'autosuffisance est assurée. Une saveur brute
loin de l'amertume standardisée des produits de supermarché. Cette culture ne se contente pas de pousser, elle rémunère la patience par la densité. La 11e culture est le chou. Ces têtes massives sont conçues pour une implantation en novembre. L'objectif est clair, stocker des légumes frais pour les mois de pénurie. Une seule tête peut peser de 3 à 10 livres selon la génétique sélectionnée. En apparence, un simple légume vert. Mais à l'intérieur, c'est un bunker de conservation. Placé en cave à racines ou en chambre froide, le métabolisme de la plante ralentit. Elle se conserve 3 à 4 mois sans aucune dégradation cellulaire. C'est de la sécurité alimentaire pure issue d'une seule tige. Le chou recherche les basses températures. Il encaisse le gel avec une résistance remarquable. Novembre devient ainsi la fenêtre opérationnelle idéale pour établir les transplants. La variété Golden Acre offre une efficacité tactique pour les surfaces réduites. Elle produit des têtes compactes de 2 à 3 livres en seulement 70 jours. Le cycle est rapide. Pour un stockage de longue durée, l'agronome se tournera vers la Danish Ball Head ou la Late Flat Dutch. L'échelle change. La logistique de plantation demande de la rigueur. Placez les plants à une distance de 18 à 24 pouces. Le sol doit être riche, saturé de compost. Il y a une nuance importante. Le chou est un gros consommateur. Il épuise les ressources du sol. Un apport supplémentaire de compost ou d'engrais organiques est impératif à mi-saison pour soutenir la croissance. La racine pompe l'azote pour construire les feuilles. Dans les zones 7 à 10, le chou planté maintenant terminera sa formation à la fin de l'hiver. L'hydratation est le paramètre critique. L'apport d'eau doit être constant. Si le sol sèche puis s'inonde, la pression osmotique varie brutalement et la tête éclate avant maturité. Le produit est alors caché. Le calcul économique est vite fait. Le chou du commerce coûte environ $1 la livre. Ces têtes massives cultivées sur place représentent une épargne liquide immédiate. Sans compter la densité nutritionnelle, supérieure à tout ce qui a voyagé en camion à travers le continent. La 12e culture est le navet. Pourquoi cette racine est-elle sous-estimée? C'est une erreur stratégique. Le navet est une culture à double usage. L'investissement est unique, mais la récolte est double. Les racines souterraines et le feuillage riche en surface. Le cycle est fulgurant. Les feuilles sont prêtes à la récolte en seulement 3 semaines. Les racines atteignent leur maturité en 40 à 50 jours. C'est l'un des retours sur investissement les plus rapides pour une plantation de novembre. Sur le plan gustatif, le profil est tranché. Les feuilles rappellent la moutarde, avec une légère morsure piquante, idéale pour les bouillons caloriques. Sous terre, la racine jeune est douce. Elle est chargée de sucre simple. Rien à voir avec les vieux navets fibreux et forts que l'industrie impose parfois. La mécanique du semis est précise. Ensemencer à un demi-pouce de profondeur. Lorsque les plants émergent, éclaircissez pour laisser 3 à 4 pouces d'espace. Les pousses retirées ne sont pas des déchets. Ce sont des légumes verts tendres, prêts pour la consommation immédiate. Dans les zones 5 à 10, le navet gère le gel sans difficulté. Avec une couche de paillis protectrice, le sol se transforme en silo de stockage pour tout l'hiver. Des variétés comme la Purple Top White Globe sont fiables. Elles produisent des racines uniformes, calibrées comme en usine. La force du navet réside dans sa cinétique. Il croît rapidement par temps froid, là où le métabolisme des autres plantes s'arrête. Un seul paquet de semences génère des livres de nourriture nutritive. L'espace est minime. Le temps est optimisé. La ressource est sécurisée. Culture numéro 13. L'oignon issu de bulbilles représente l'un des investissements logistiques les plus rentables pour une parcelle de novembre.
En agronomie pratique, planter ces bulbilles maintenant déclenche un mécanisme à double rendement. D'abord, une production de tiges vertes comestibles tout au long de l'hiver. Ensuite, ces mêmes unités biologiques se transforment en bulbes complets dès l'arrivée du printemps. C'est l'obtention de 2 récoltes distinctes à partir d'une seule opération de mise en terre. Pourquoi cette méthode est-elle supérieure au semis classique? La bulbille est une batterie biologique préchargée. Le système racinaire est déjà initié, ce qui permet une installation rapide même dans un substrat refroidi. La procédure est mécanique. Enfoncez la bulbille dans le sol à une profondeur d'environ 1 pouce. Maintenez un espacement strict de 2 pouces entre chaque unité sur la ligne de culture. Le processus de croissance hivernale est lent mais constant. Les tiges vertes émergent et synthétisent la lumière. Il est possible de prélever ces tiges pour la consommation immédiate sans compromettre l'intégrité du bulbe souterrain qui continue son développement. La résistance thermique est ici le facteur clé. Dans toutes les zones de culture, l'oignon démontre une robustesse extrême face au froid. Il survit aux températures négatives sans nécessiter de structures de protection complexes ou coûteuses. Lorsque la durée d'ensoleillement augmente au printemps, la plante change de stratégie physiologique. L'énergie est redirigée vers le stockage souterrain. Le bulbe gonfle. Pour optimiser ce résultat, l'espacement doit être ajusté dès le départ. Si l'objectif est le stockage de gros calibres plutôt que la consommation de verre, la distance entre les plants doit être portée à 4 pouces. Le sol doit être parfaitement drainé et exposé au plein soleil pour éviter la pourriture. L'aspect économique est mathématique. Dans le circuit commercial, les oignons se vendent entre 2 et 3 $ la livre. Produire ses propres stocks à partir de bulbilles bon marché permet de réduire drastiquement les dépenses alimentaires sur le long terme. De plus, la culture est cyclique. L'oignon se multiplie naturellement. Une partie de la récolte peut être conservée pour replanter l'année suivante, créant une chaîne d'approvisionnement perpétuelle et autonome. La liste se poursuit avec la culture numéro 14, la roquette. Cette verdure épicée est parfaitement calibrée pour une implantation en novembre. Sa caractéristique principale est la vélocité. La roquette produit des jeunes pousses prêtes à la récolte en seulement 30 à 40 jours, même sous des températures basses. En accéléré, on observe les feuilles dentelées s'étendre rapidement pour capter le moindre rayon de lumière. Sa saveur poivrée apporte une complexité chimique appréciée, mais son coût en magasin est prohibitif, 4 à 5 $ pour un simple conteneur en plastique. Cultiver cette ressource soi-même ramène le coût de production à quelques centimes. Mais il y a une nuance biologique intéressante. La roquette possède une capacité d'auto-ensemencement agressive. Une fois établie, la plante revient année après année sans effort supplémentaire. Le mécanisme est simple. Au printemps, laissez quelques plants monter en graines. Ils disperseront leur matériel génétique sur le sol. Ces graines germeront automatiquement dès que les conditions d'humidité et de température seront idéales. Pour un semis initial en novembre, dispersez les graines finement sur la parcelle ou tracez des rangs espacés de 6 pouces. La roquette est strictement une culture de saison froide. La chaleur estivale déclenche une réaction de stress qui rend les feuilles amères et trop piquantes. L'automne et l'hiver sont donc les fenêtres de tir optimales. Dans les zones 5 à 11, un semis de novembre garantit une production continue durant l'hiver et jusqu'au printemps. La méthode de récolte doit être chirurgicale. Prélevez les feuilles lorsqu'elles atteignent 3 à 4 pouces de longueur. Coupez d'abord les feuilles extérieures, les plus anciennes. Laissez le centre de la rosette intact. Le cœur de la plante
continue ainsi de générer de la nouvelle biomasse. Les jeunes feuilles sont plus tendres et moins fibreuses. C'est ainsi que l'on obtient une verdure de qualité supérieure avec un investissement financier quasi nul. Quelques centimes pour une qualité gastronomique. C'est le ratio d'efficacité que recherche tout producteur. Pourquoi payer le prix fort pour de la verdure? La réponse pousse directement dans le sol. Numéro 15. La moutarde. Ce n'est pas une simple plante aromatique, mais un moteur de productivité pour le jardin de novembre. L'objectif ici est le rendement maximal au mètre carré. Contrairement aux laitues standards qui flétrissent, la moutarde tolère les pics de chaleur. Mais il y a une nuance biologique. Le froid active les composés chimiques responsables de sa saveur optimale. La plante réagit à la baisse des températures en densifiant ses tissus. Le mécanisme de régénération est immédiat. Après une coupe, la racine ne meurt pas. Elle redirige l'énergie pour produire de nouvelles feuilles. C'est une usine à récolte multiple sur une seule infrastructure de plantation. Le cycle est extrêmement court. 30 à 40 jours suffisent pour atteindre la maturité technique. C'est l'une des verdures les plus rapides du règne végétal. Au goût, c'est une attaque piquante, une caractéristique prisée dans la cuisine asiatique traditionnelle pour les sautés. Jeune, la feuille se consomme crue. Mature, la cuisson brise les enzymes et adoucit l'intensité thermique. La logistique du semis est précise. Enterrer la graine à 1/4 de pouce de profondeur. Une fois les plantules émergées, l'éclaircissage à 6 pouces est nécessaire pour éviter la compétition racinaire. Dans les zones climatiques 6 à 11, une plantation en novembre garantit une activité biologique tout l'hiver. Les variétés Red Giant et Southern Giant Curled dominent le marché. Leurs feuilles frisées ne sont pas là pour l'esthétique, mais pour maximiser la surface de photosynthèse. En accéléré, on observe la résilience de la plante. Après un gel, les tissus se rigidifient puis reprennent leur souplesse. La récolte peut se faire feuille par feuille ou par une coupe radicale à 1 pouce du sol. Le résultat est une source dense de vitamines, essentielle quand les légumes frais deviennent rares et coûteux. Mais l'échelle change avec la culture suivante. Numéro 16, la mâche. Connue aussi sous le nom de doucette. C'est le champion incontesté des basses températures. La plupart des cultivateurs amateurs ignorent son existence. Pourtant, en Europe, c'est un standard commercial. Sur le marché de détail, le prix atteint 8 à 10 $ la livre. C'est une culture à haute valeur ajoutée. En apparence, de simples rosettes vertes. Mais à l'intérieur, une adaptation unique à la lumière. Voici la différence technique pour une plantation en novembre. La majorité des plantes cessent leur croissance quand la luminosité baisse. La mâche possède un mécanisme photosynthétique capable d'exploiter la lumière diffuse et faible de l'hiver. Elle convertit l'énergie là où les autres cultures s'arrêtent. La plante reste compacte, rase au sol. Cela permet une densité de culture élevée dans un espace restreint. Les semences sont minuscules. Pour une dispersion efficace, le mélange avec du sable est impératif avant l'épandage. Planté en rangées espacées de 4 pouces, le cycle demande 40 à 50 jours. Une fois le système racinaire établi, la résistance au froid est totale. La plante survit à des températures largement inférieures au point de congélation. Dans les zones 5 à 10, la mâche plantée en novembre produit sans interruption, sans tunnel ni protection thermique. On récolte la rosette entière ou les feuilles périphériques. D'un point de vue nutritionnel, c'est une anomalie positive. La mâche est riche en acides gras oméga 3, une ressource difficile à obtenir via les végétaux en période hivernale. Plantée une seule fois, la plante monte en graines et se ressème d'elle-même. C'est un système autonome pour les saisons futures.
Culture numéro 17. La clétonie de Cuba, aussi connue sous le nom de laitue du mineur. C'est une usine biochimique miniature, idéale pour l'horticulteur confronté à un espace restreint ou à un déficit de lumière. La plante est petite, mais son rendement nutritionnel est disproportionné par rapport à sa taille. Une analyse chimique révèle une concentration de vitamine C supérieure à la majorité des légumes verts standards. Visuellement, la structure est unique. Les feuilles sont circulaires, charnues, évoquant de minuscules nénuphars terrestres. En bouche, la texture est succulente. La saveur présente une légère acidité caractéristique. Pourquoi cette culture est-elle stratégique pour novembre? La réponse réside dans sa tolérance à l'ombre. Là où la plupart des légumes exigent un rayonnement solaire direct, la clétonie active son métabolisme en lumière diffuse. Elle préfère la fraîcheur. Vous pouvez l'insérer dans les zones mortes du terrain, sous la canopée d'arbres ou le long d'un mur au nord. L'objectif est d'optimiser chaque centimètre carré de sol disponible. Le protocole de semis est rudimentaire. Disperser les graines sur un sol meuble, recouvrer à peine. La germination est rapide. La plante adopte un port rasant. Elle colonise la surface pour former un couvre-sol dense et comestible. Dans les zones climatiques 5 à 9, un semis effectué maintenant garantit une production continue tout l'hiver et jusqu'au printemps. L'échelle est trompeuse. Chaque plante est modeste, mais la densité de plantation compense. Un seul pied carré peut générer une biomasse foliaire abondante. Pour la récolte, la précision est requise. Coupez les feuilles tendres et les tiges. Le mécanisme de régénération s'active immédiatement. La plante cicatrise et produit de nouveaux tissus. La clétonie se ressème d'elle-même avec efficacité. Une fois installée, elle revient année après année sans intervention humaine majeure. Ce n'est pas un légume de luxe, c'est une variété patrimoniale. Les pionniers comptaient sur elle pour leur survie nutritionnelle durant les mois d'hiver. Numéro 18 sur notre liste, le chou cavalier, un pilier de l'agriculture du Sud. Sa résistance est structurelle, la productivité est massive. Au sein de la famille des brassicacées, c'est probablement le spécimen le plus robuste face au froid. Les températures chutent drastiquement. La plante ne gèle pas. Elle endure le gel sans ralentir son métabolisme. L'anatomie diffère du chou classique. Pas de formation de tête compacte. Les feuilles larges et lisses s'organisent en rosettes lâches. Cela modifie la logistique de récolte. On ne coupe pas la plante entière. On prélève feuille par feuille. La durée de production est extrême. Un seul plant fournit de la nourriture de novembre jusqu'à l'été suivant, avant la montée en graines finale. La variété Georgia est la référence technique. Elle est sélectionnée pour sa saveur et sa stabilité dans divers environnements agronomiques. Lors de la mise en terre, l'espacement est critique. Comptez 18 à 24 pouces entre les plants. Le système racinaire doit pouvoir s'étendre pour soutenir la masse foliaire. Le sol doit être riche. L'humidité constante est un facteur clé de rendement. Un apport nutritionnel occasionnel booste la croissance. Dans les zones 7 à 11, la stratégie est claire. Les plants installés en novembre développent un ancrage racinaire profond avant l'hiver. Au printemps, la croissance aérienne devient vigoureuse. En cuisine traditionnelle, la structure cellulaire robuste des feuilles exige une cuisson lente pour briser les fibres. Mais à un stade précoce, les jeunes feuilles sont consommables crues. La technique de récolte suit la croissance verticale. Prélevez d'abord les feuilles basses. Remontez le long de la tige principale à mesure que la plante gagne en hauteur. Nutritionnellement, c'est un carburant dense. Vitamines, calcium, fibres. C'est une culture de fond. Elle produit mois après mois avec une maintenance minimale. La 19e culture est le bok choy.
30 jours. C'est le délai critique pour obtenir une source de nourriture viable à partir de zéro. La 19e culture de notre liste est le bok choy. Ce n'est pas seulement un légume asiatique, c'est une machine à croissance rapide conçue pour les températures basses. En novembre, la biologie de la plante change radicalement. En été, la chaleur provoque un stress thermique qui déclenche une montée en graines immédiate. La plante cherche à se reproduire et meurt. Mais en automne, le froid verrouille l'énergie dans le feuillage. L'architecture de la plante est optimisée. Des tiges blanches rigides, gorgées d'eau, et des rosettes symétriques qui captent la moindre parcelle de lumière. Tout est comestible, de la base fibreuse à la feuille tendre. Le taux de déchets est nul. Pour l'horticulteur, la logistique de plantation est modulable. 6 à 8 pouces d'écartement suffisent pour les plants nains. 10 à 12 pouces sont nécessaires pour obtenir des têtes massives après 45 à 60 jours. Dans les zones climatiques 7 à 11, le bok choy ne fait pas que survivre, il prospère. C'est une différence fondamentale avec le chou classique. Ici, le goût est doux, la texture est croquante. Sur le plan économique, le calcul est brutal. En magasin, cette denrée se négocie entre 3 et 4 dollars la livre. En culture propre, le coût de production devient négligeable. La méthode de récolte influence le rendement. Prélever les feuilles externes force la plante à régénérer sa biomasse centrale. La production devient continue. Mais l'occupation du sol ne suffit pas. Il faut exploiter la verticale. La 20e et dernière culture est le pois. Beaucoup d'erreurs sont commises ici. On associe souvent le pois au printemps. C'est une mauvaise interprétation de sa physiologie. C'est une plante de saison froide. Lorsque la température chute, un mécanisme de défense s'active. La plante convertit ses réserves d'amidon en sucre. Ce n'est pas un hasard, c'est un antigel naturel. Le résultat collatéral est une saveur supérieure que l'industrie du surgelé ne peut pas reproduire. L'efficacité spatiale est maximale. Il faut installer une structure verticale, un treillis de 6 pieds de haut. Les variétés comme les pois mange-tout grimpent et colonisent le grillage. Sur une emprise au sol minime, ce mur végétal peut générer 20 à 30 livres de gousses. Le protocole de semis est strict. Graines enfoncées à 2 pouces, espacées de 2 pouces le long du support. Dans les zones 6 à 10, la croissance est lente durant l'hiver. La plante s'installe. Puis, au premier signal du printemps, la production explose. Sous la surface, les racines effectuent un travail invisible. Elles fixent l'azote atmosphérique et l'injectent dans la terre. Ce n'est pas seulement une culture, c'est un amendement gratuit pour le sol. La règle est simple. Plus on récolte, plus la plante fleurit. C'est une boucle de rétroaction positive. Le jardin de novembre est désormais complet, saturé de ressources et optimisé pour le rendement. L'eau peut tuer aussi vite que la sécheresse. En agronomie hivernale, c'est le danger principal. Il existe une règle technique que les cultivateurs expérimentés appliquent rigoureusement, contredisant la logique estivale standard. Une fois les cultures de novembre mises en terre, l'irrigation doit cesser immédiatement. Éloigner toute source d'eau artificielle. L'erreur logistique majeure lors des plantations tardives est le surdosage hydrique. Il y a une explication physique précise à ce phénomène. La thermodynamique du sol change radicalement avec la baisse des températures. Un substrat froid retient l'humidité beaucoup plus longtemps qu'une terre chauffée par le soleil. Les taux d'évaporation chutent de manière drastique. L'eau ne s'échappe plus vers l'atmosphère. Les semences et les transplants nécessitent certes de l'hydratation pour activer la germination et stabiliser leur structure cellulaire. Mais l'environnement fournit déjà ces ressources. Les pluies d'automne,
La rosée matinale persistante et l'humidité ambiante saturent l'air. L'apport est constant et naturel. Si l'on ajoute de l'eau supplémentaire à un sol déjà froid et humide, on modifie la chimie du terrain. On crée des conditions anaérobies. Sans oxygène, le milieu devient toxique. Au lieu de germer, la graine pourrit. Au lieu de s'étendre, la racine s'asphyxie et se décompose. Il y a ici une nuance biologique importante. Les microbes du sol, responsables de la transformation des nutriments, ralentissent leur métabolisme lorsque le thermomètre baisse. Ils entrent en dormance partielle. Ils ne peuvent plus traiter l'excès d'humidité assez rapidement. L'eau stagne. Le système sature. En agronomie pratique, la contrainte est bénéfique. Les cultures de novembre développent des systèmes racinaires plus robustes et plus profonds lorsqu'elles doivent lutter pour l'eau. La racine ne fait pas que boire. Elle agit comme une foreuse, perçant l'argile pour atteindre l'humidité résiduelle plutôt que de baigner dans une boue constante. La vérification se fait par contact direct. Enfoncer un doigt à 5 cm de profondeur dans le substrat. À l'examen rapproché, si la terre est humide au toucher, aucune intervention n'est requise. Laissez le système fonctionner seul. Cette technique de négligence contrôlée augmente spectaculairement les taux de survie et la résistance mécanique des plantes. Parfois, l'action la plus efficace pour la production est l'inaction totale. Le cycle végétal s'autorégule. L'analyse de cette méthode de culture est terminée. Si ces données techniques permettent d'optimiser le rendement, le suivi de la chaîne assurera l'accès au prochain protocole de croissance.